qui peut être aiguë et parfois long gaz de poche vital s'il y a une urgence de déshydratation, ou bien un trouble ionique, ou bien c'est une affaire chronique, c'est une maladie ancienne, méconnue, découverte fortuite chez un sujet adulte et parfois à un âge avancé. Les diarrhées ne manquent pas. Donc tout le monde a fait une diarrhée une fois, deux fois. Il se rappelle parfois des diarrhées qui sont difficiles, des diarrhées qui sont simples, passagères, et des diarrhées épidémiques. Deuxième trouble du transit intestinal, c'est la constipation. Voilà. La constipation, lorsque le débit fécal est ralenti, c'est la constipation. Alors tout le monde se plaint de constipation. De temps en temps, il y a ceux qui se plaignent de constipation chronique et parfois occasionnelle. La difficulté déjà, elle est dans la définition. Est-ce qu'il y a une meilleure définition pour la constipation? Les sociétés savantes, jusqu'à maintenant, n'ont pas trouvé une solution définitive pour la constipation parce qu'elle dépend de beaucoup de paramètres. C'est très difficile, surtout lorsque il y a des mentalités, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a le comportement, etc. Donc, constipé, c'est quoi la constipation? Est-ce qu'on doit parler, travailler dans les selles d'un patient pesé, etc. Regarder qu'est-ce qui se passe dans la selle? On ne le fait pas souvent. C'est pour ça, la plupart, c'est subjectif. C'est-à-dire, il se plaint de constipation. Alors, celui qui se plaint de constipation, c'est la même chose, comme la diarrhée, c'est un transit qui va lui perdre le confort digestif, donc il va se plaindre. Bien, cette constipation, la même chose, elle peut être symptôme, elle peut être maladie, elle peut être symptôme et maladie, elle pose un problème de diagnostic étiologique. Parfois, ça prend du temps pour trouver la cause. Et parfois, elle est là, juste à côté, parce que le sujet ne va pas à la selle, il a mal quelque part dans l'extrémité inférieure du digestif, ou bien parce que l'alimentation qui a changé, etc. Mais parfois, ça nous ramène à chercher un cancer, une néoplasie digestive, et parfois une maladie neurologique ou bien endocrinienne. Dans tous les cas, ça reste toujours une histoire de diagnostic posé tardivement, mais méfiez-vous d'une expression qui est souvent utilisée par les médecins, ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. J'ai le côlon irritable, j'ai le côlon nerveux, j'ai le côlon feignant. C'est des expressions utilisées par les médecins, mais c'est un diagnostic d'exclusion. On ne dit jamais à quelqu'un, votre côlon est feignant, ou bien il ne travaille pas bien, évacue difficilement. Colopathie, maladie du côlon, ça c'est toute une médecine, attention, ça c'est un diagnostic d'exclusion. On a vu des personnes traitées apparemment pour une colopathie fonctionnelle, mais le fond c'est un cancer, c'est une néoplasie qui se développe au niveau rectocolique, etc. Donc attention, on ne joue pas ce terme-là de colopathie fonctionnelle. Il faut le connaître et rapidement, il faut l'éliminer. Il n'est pas là. C'est pas vrai si on ne fait pas une exploration complète du tube digestif par l'endoscopie. C'est-à-dire on voit tous les coins, tous les segments coliques, on doit les balayer pour dire c'est fonctionnel. Parce que l'organique, le substratum anatomique existe souvent et on le néglige, notamment chez les sujets jeunes. Bien. Voici ce qui a été donné au niveau ministériel. On doit vous montrer la carte. Carrément, voilà ce qui a été demandé, nous a été demandé pour vous enseigner dans cette unité. Voici le cachet ministériel pour les gens qui sont curieux. Voilà ce qu'on doit vous donner. D'accord? Bien. La constipation. Voilà. Déjà, le concept constipation, il est difficile de le donner. Ça vous fait rire, c'est vrai. Il y a des gens qui vont lire le journal là, dans ce petit coin. Pourquoi? Soit parce qu'ils sont constipés, ils attendent la délivrance, soit c'est une habitude, soit c'est pour détourner l'attention parfois. C'est pour ça même les enfants à quatre pattes, vous les mettez sur le pot, ils ne savent pas c'est quoi. Peut-être c'est une chaise, c'est un fauteuil, donc il ne va pas faire la selle. C'est un objet qui est constipant. Donc peut-être lui siège comme ça,
il favorise la constipation. Il faut essayer de trouver un autre moyen pour favoriser l'évacuation de la selle. Bien, de nombreux patients souffrent de la constipation chronique. Donc la constipation est un problème de santé publique, c'est-à-dire beaucoup de gens se plaignent de constipation. Elle est occasionnelle ou bien elle est chronique. Elle est aiguë et parfois elle est ancienne. Donc c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire on le voit en consultation. En médecine générale, il y a toujours quelqu'un qui se plaint de constipation. Il vient pour une symptomatologie quelconque et puis il va vous dire, tiens, je suis constipé. Constipé. Qu'est-ce qu'il faut pour la constipation? Il ne demande jamais l'étiologie, le patient. Il vous dit, donnez-moi le traitement de la constipation. Il faut oublier d'emblée le traitement. Je vous demande de ne jamais demander et apprendre ou chercher le médicament. Il faut chercher l'enquête étiologique. Chercher l'enquête étiologique. Nous, on n'interroge mal nos patients. Déjà, parfois, la solution, elle est dans la diététique. Elle est dans la diététique. Il y a des gens qui sont malades, qui ont la phobie de l'alimentation. Ils n'aiment pas prendre l'alimentation, pour ne pas grossir peut-être. Il y a des gens qui font des erreurs entre constipation, qui a été provoquée par les laxatifs, les purgatifs, et parfois, ils ont peur de l'obésité. Ils pensent que ne pas boire ne donne pas l'obésité, ou bien boire beaucoup dans l'obésité. Donc, il y a une nuance entre l'eau et la masse grasse. On va voir les abusés, les gens qui abusent dans les laxatifs, les purgatifs, font des constipations. Parfois, le paradoxe directement de ce qui a été demandé. Un trouble du transit et les troubles de la défécation, c'est-à-dire aller à la selle, retard, n'est pas dans le temps, fausse alerte, etc. Mais secondaire à des troubles qui sont d'origine intestinale, c'est vrai, c'est l'intestin qui n'a pas exécuté, c'est l'extrémité basse du tube digestif qui n'a pas fait son travail, mais le problème n'est pas là. Parfois, il est dans le cerveau, parfois, il est psychique, il est organique, il est fonctionnel. Donc, l'évacuation se fait en retard ou se fait lentement. Ce n'est pas toujours ce segment qui est malade. Peut-être une autre région qui est malade. En tous les cas, on a des difficultés pour définir. Vous allez voir, c'est un problème de définition. C'est un problème de santé publique. Alors, quelles sont les tentatives de définition? Il y a des tentatives. Ça s'exprime par diverses situations. Par exemple, celle de trop faible abondance. Combien de fois? 2, 3 fois l'idéal. Parfois c'est moins. Parfois c'est peu. Difficulté à exonérer. Oui. Peut-être. Sensation de vidange rectale incomplète. Il faut parfois rester là-bas plusieurs fois. Entrecouper. Aller plusieurs fois. Occuper les lieux pour longtemps. Avant de parler de la constipation fonctionnelle, il faut s'attacher toujours à éliminer une cause organique. Avant de dire que je suis constipé parce que j'ai pas mangé, j'ai pas changé de diététique, parfois, attention, il y a des maladies colorectales. Tout à fait en bas, les cancers, les maladies endocriniennes, on a cité l'hypothyroïdie. Beaucoup d'hypothyroïdiens ont été diagnostiqués d'après la constipation chronique. Constipation, débit fécal ralenti, c'est comme le cœur, fréquence cardiaque ralentie, donc même tube digestif, c'est ralenti, c'est la constipation. Donc, hypothyroïdie et constipation. Vous pouvez trouver un hypothyroïdien qui va faire des constipations, ou bien une constipation qui a fait l'objet d'une enquête, hop, c'est l'hypothyroïdie, surtout chez la femme. Neurologique, les maladies neurologiques, la sclérose en plaques, maladies de Parkinson, les maladies paraplégiques, les hémiplégiques, les alités, l'Alzheimer, etc. Tout ça, c'est des patients, soit qui ne mangent pas bien, soit c'est le péristaltisme qui est touché. Enfin, nous avons les médicaments qui constipent. Il y a des médicaments qui donnent des constipations. Ce sont les antispasmodiques, les antidouleurs abdominales. Les gens qui abusent pour douleur abdominale, trop de médicaments vont rendre l'intestin feignant. Donc l'évacuation, elle se fait difficilement ou bien en retard. Bien. Déconnexion. Constipation. Délégué.
Voilà, c'est ça, on commence à faire de la constipation. Yallah, sirrah al-umur. Ok? Donc il faut trouver la cause où est-ce qu'avant de dire constipation, il faut trouver où est-ce qu'elle est la cause. Je vais peut-être se déconnecter. Sinon, tu vas faire mal. Voilà. Alors, avant de parler, non, j'allore. Avant de parler de la constipation, voilà. Avant de parler de la constipation, nous devons connaître c'est quoi l'élimination de la selle à l'état physiologique et la selle physiologique. Alors, la vidange digestive, c'est-à-dire vider le tube digestif, c'est un phénomène complexe qui commence par la bouche, etc., la digestion mécanique et chimique, jusqu'à la faim. Alors, avant de définir la constipation, selon la Société savante de gastroentérologie, on doit rappeler toujours le côté exonération normale, c'est-à-dire la vidange normale, et on doit revoir l'anatomie du segment inférieur du tube digestif et le mécanisme d'évacuation, qui nécessite une contraction musculaire, donc une pression à l'intérieur, et un sphincter interne lisse et l'externe qui est musculaire, donc strié, qui est volontaire, heureusement qu'il est volontaire déjà, et vous avez donc cette envie de vider le tube digestif sous pression, donc ça fait participer, imaginez-vous, la respiration, le cœur, le poumon, même le liquide céphalorachidien. Donc éliminer les selles, ça demande beaucoup d'efforts. On a vu des malades décompensés sur le plan cardiaque sur la selle. En faisant sa selle, le patient risque de faire un arrêt cardiaque. C'est ce qu'on appelle les pousseurs. Un malade constipé, c'est un pousseur inhabituel. Donc il va faire beaucoup d'efforts pour évacuer le tube digestif. Un malade pousseur, c'est lui qui fait la rétention urinaire. C'est la même chose. Un asthmatique est un malade pousseur. Donc toute personne qui fait un effort de plus pour accomplir un acte physiologique, ça risque de décompenser sur plusieurs plans. Un constipé risque de faire, par exemple, une hernie inguinale. Un constipé va faire des hémorroïdes, les veins qui vont sortir. Il va faire une hernie de l'estomac. Il va faire une insuffisance coronarienne. Il va faire une pression intracérébrale, liquide céphalorachidien. Donc, c'est un pousseur par définition. Il y a tous les risques. Allez-y. Je vais essayer le clavier. أسنان ولا انتهى؟ راح. زين. Stop. Voilà. Donc tu restes ici, c'est bien, tu es bien placé. Hein. Alors l'évacuation des matières fécales après une digestion, donc il faut éliminer tout ce qui est déchets, tout ce qui est en excès. La selle contient des fibres. Alimentation non digérée, c'est un processus qui va évacuer l'ampoule rectale. Cette évacuation se fait, donc elle est volontaire, bon, heureusement, elle est programmable, c'est comme la vessie, mais elle se fait 3 à 4 fois par 24 heures, parfois moins, parfois 2, la moyenne 2. Mais, en cas de constipation, oui, allez-y, le temps capital défécation, c'est un acte mécanique, c'est une distension de l'ampoule rectale, c'est un relâchement des deux sphincters interne lisse et le strié volontaire externe, augmentation du péristaltisme du sigmoïde et contraction du rectum. Bon, mécaniquement, ça se passe tout à fait en bas, mais il y a une influence de l'entourage, l'intra-rectal et l'extra-rectal. Donc nous avons des relations avec le côté génital, le côté urologique et le côté même de la symphyse pubienne et tout ce qui est pelvien. C'est pour ça une constipation va nous demander d'enquêter sur le voisinage, c'est-à-dire les rapports anatomiques. Non? Ah, très bien. Donc la selle normale. La selle normale, vous avez vu déjà, elle doit être riche en eau, 75% c'est de l'eau, il y a des fibres, des acides gras, et il y a des matières fécales, elle est molle. Bien. Chez un malade constipé,
Ça, c'est une échelle de Bristol qui a été validée depuis 1997, qui montre l'aspect des selles qui a été utilisé par les gastro-entérologues et reprise par les proctologues. Bien. Comment définit-on la constipation? Une diminution de la fréquence d'aller à la selle associée à des difficultés d'évacuer. Donc, diminution de la fréquence et difficulté pour évacuer. La constipation, c'est un ralentissement du transit avec déshydratation des selles, c'est-à-dire des selles qui sont déshydratées, qui sont beaucoup plus sèches. Selon les individus, le temps de transit intestinal varie considérablement sans nuire à la santé. Parfois, c'est tolérable. Chez certains patients, c'est tolérable, ça ne gêne pas. Mais quand est-ce qu'un patient constipé va consulter? Est-ce qu'il attend la douleur abdominale atroce? Est-ce qu'il attend probablement l'état d'occlusion intestinale? Est-ce qu'il attend une complication? Et ça relève aussi de l'état de conscience ou bien la conception de ou bien de l'état culturel de chaque personne. En cas de constipation, les selles sont dures, sèches et difficiles à évacuer. Tout le monde est d'accord. Mais le motif de consultation plutôt, il diffère d'une personne à une autre. Par exemple, un nourrisson, on ne sait pas est-ce qu'il est constipé ou non, il va crier, il pleure. Le sujet jeune, il va dire probablement c'est le régime alimentaire qui a changé. L'adulte va supporter. Le sujet âgé n'a pas la douleur. Il a oublié peut-être. Il ne s'intéresse pas à cette région. De toute façon, on a des difficultés toujours pour la définition. Ce qui est sûr, c'est des selles sèches, retard d'évacuation et d'évacuation des selles. Alors, devant tout ça, une société savante qui a proposé cette définition. Regardez, effort de poussée, selles dures, difficiles à émettre, sensation d'évacuation incomplète, sensation d'obstruction ou de blocage anorectal, manœuvre digitale. Il y a des gens qui ont recours à des manœuvres digitales pour évacuer les selles. Donc, et ou moins de 3 défécations par semaine. Regardez, c'est par semaine, 2 à 3 fois que la personne va à la selle. Ça, c'est une définition qui a été avancée depuis 1999. OK? Donc, 2 symptômes, lors de 25% de défécation. Donc ça, c'est une définition qui est un peu occidentale. Elle n'est pas valable pour nous, peut-être. Mais on va l'utiliser. On l'utilise chez nous, mais elle n'est pas toujours valable. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs favorisant de la constipation? Avant de parler de la physiopathologie, pourquoi il y a constipation? Parce qu'il y a un environnement qui va changer, notamment les habitudes, changement des habitudes quotidiennes, le voyage, modification alimentaire, stress, immobilisation, hospitalisation. Ça, c'est des conditions qui exigent de la patiente, du sujet, de ne pas aller à la selle et de ne pas manger d'emblée, ou bien ne pas boire. Il y a des femmes qui se baladent, par exemple, en pleine ville. En ville, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de lieux comme ça. Donc, la femme, elle évite de boire beaucoup parce qu'il n'y a pas où faire ce besoin physiologique. Donc, c'est la même chose, peut-être. Le fait de se retenir, c'est valable chez les jeunes comme vous. Mais à partir de certain âge, les sphincters ne sont plus valables, capables de retenir. Donc, c'est le problème par la suite de relâchement ou de l'épuisement. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui n'urine pas, sujet masculin. S'il tient les urines, il va développer la prostate. La prostate, elle est là, mais il va développer ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate, l'hypertrophie bénigne. C'est la même chose. S'il tient sur le plan sel, il va développer une dilatation de l'ampoule rectale, et elle va continuer, donc il va favoriser la constipation et le retard d'évacuation. Les autres facteurs, alimentation pauvre en fibres. Regardez, pauvre en fibres. Parce que les fibres sont intéressantes pour faire la selle. C'est pour ça, le constipé, on lui demande de prendre un régime riche en fibres. Un manque d'activité physique, l'alitement, le sujet grabataire. Il ne bouge pas, donc automatiquement, il ne va pas faire de la selle. Il ne boit pas, il va faire donc une constipation. Ne pas boire aussi favorise la constipation. Prise de certains médicaments.
les médicaments qui vont ralentir le transit intestinal. Il a été prouvé que les antitussifs, les personnes qui toussent, la toux est un réflexe de défense, est un réflexe physiologique en principe, c'est pour dégager un corps étranger qui a été inhalé. Mais trop de toux nous oblige parfois à arrêter le réflexe. Arrêter le réflexe, ça va relâcher le diaphragme, ça va relâcher la contraction intestinale et vous avez donc une constipation. Les antidouleurs, les antalgiques, les antidépresseurs, tous les patients sous antidépresseurs, les antidépresseurs sont des mieux relaxants, ils vont relâcher la musculature intestinale, donc vous avez la constipation qui s'installe comme effet secondaire du neuroleptique. Certaines périodes clés de la vie, pas que la femme, pendant le cycle menstruel, elle fait des constipations, on ne sait pas pourquoi déjà, même la dysménorrhée qui est la douleur, la grossesse ou la ménopause. 3 phases où la femme fait de constipation. J'attire votre attention que la constipation, elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Lorsque l'homme est constipé, c'est sérieux. La femme, parfois c'est un peu de la physiologie, ou bien c'est de l'hormonologie. Menstruelle, grossesse, ménopause. Grossesse, c'est le côté mécanique de la chose. La ménopause, c'est le déficit en hormones nécessaire pour ça. Le vieillissement aussi, parce que l'usage, l'usure, si vous voulez, l'épuisement sur le plan intestinal dans la constipation. Un trouble du comportement alimentaire vis-à-vis de l'alimentation. Il y a des boulimiques, les gens qui aiment manger, et l'inverse, les gens qui ont une phobie de l'alimentation. Avoir la phobie de ne pas manger, parfois provoque la constipation. Une pathologie comme colopathie fonctionnelle, le syndrome du côlon irritable. Voilà ce qu'on n'aime pas en médecine. Nous, en médecine interne, on n'aime pas ce diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il est avancé sans preuve. On appelle ça le diagnostic d'élimination. Lorsqu'on écarte toutes les étiologies, ce qui reste, c'est le côlon irritable. Mais d'emblée, vous dites à un jeune, vous avez le côlon irritable, c'est une accusation à tort, on risque de trouver par la suite une pathologie un peu dangereuse qui ressemble à un cancer. Pathogénèse et facteur de risque, donc c'est la même chose, la constipation, elle peut être secondaire ou bien primitive, donc le comportement, etc. C'est des répétitions. La physiopathologie, on distingue 2 types de constipation. Constipation maladie et constipation symptôme. La plus fréquente, souvent ancienne et isolée, 2 mécanismes, anomalie de progression, c'est l'inertie, c'est la dyskinésie, c'est la contraction faible au niveau colique, et vous avez donc ce défaut de progression, donc ce qui fait, les déchets vont s'accumuler, ça donne la constipation. Donc progression, et deuxièmement, vous avez l'anomalie d'évacuation, ou la dyschésie, et dans plusieurs cas responsables, il y a des étiologies dans ce cas. Par exemple, je prends l'hypothyroïdie comme mécanisme qui empêche la progression. Je prends comme cause le diabète, c'est la neuropathie diabétique, donc il n'y a pas de bonne contraction efficace pour évacuer. Donc ça, c'est une maladie. Donc un symptôme, il s'agit souvent de constipation plus ou moins secondaire, accompagnant d'autres processus pathologiques, par exemple, malade sous antidépresseurs, médicaments, malade neurologique, il prend des médicaments pour la migraine, malade qui prend des médicaments pour les douleurs abdominales ou douleurs pour autre chose, il fait de la constipation. Donc c'est un symptôme au effet secondaire, notamment des médicaments, ce qu'on appelle les anticholinergiques en pharmacologie. Vous avez fait la pharmaco? Les anticholinergiques, les antispasmodiques, ce sont des médicaments qui empêchent les contractions, donc ça donne des constipations. Vous lisez dans les notices des médicaments, vous trouvez comme effet secondaire, constipation, donc c'est une anomalie de progression. Donc que ce soit symptôme, la constipation, ou bien une maladie, ça nécessite toujours d'entreprendre une enquête sérieuse. Parce qu'elle peut commencer isolée comme symptôme, et puis elle devient une maladie parce qu'elle est seule, ou bien elle s'intègre dans le cadre d'une maladie. Lorsqu'on fait l'examen soigneux, on trouve par exemple un mégacolon, maladie colique, une rectocolite, une maladie de Crohn. Vous allez voir ces termes qui vont se répéter en gastro, des maladies qui sont dites constipantes. Alors, les facteurs favorisant l'augmentation de la constipation, vieillissement, dépression, inactivité, faible apport calorique, donc ça c'est des répétitions déjà. Le faible niveau, faible d'instruction, oui,
parfois, ça relève de la culture de tout un chacun. Donc, sur le plan culturel, on s'alimente mal. La bouffe, c'est un problème de bouffe. Trop, peu, pas. Parfois, on abuse dans les fibres, on abuse dans les hydrates de carbone, on abuse dans le gras, etc. Donc, ces erreurs diététiques provoquent des constipations. Et surtout, lorsqu'on abuse dans ces régimes alimentaires. Un abus physique, apparemment, l'activité physique donne des constipations. Ça a été constaté. Le sexe féminin, beaucoup plus que le sexe masculin. Les féminins font beaucoup plus de constipation que les masculins pour des problèmes, parce que la femme, elle est trop méfiante, etc., elle ne boit pas beaucoup, elle ne mange pas beaucoup, etc. Elle retient peut-être pour des raisons sociales, etc. Elle fait de la constipation. Voilà. Ça, c'est constatation épidémiologique. Les causes de la constipation, quelles sont les causes? Regardez la première cause. C'est le cancer colorectal. Et le cancer colorectal, il est très fréquent chez les jeunes. C'est les jeunes entre 20 ans et 30 ans. Tumeur bénigne colorectale. Il y a des tumeurs bénignes, il y a des sténoses coliques. Il y a ce qu'on appelle le mégacolon. Méga, c'est-à-dire gros, dilaté, etc. Mégacolon. C'est un colon feignant dans ce segment final. Les séquelles de chirurgie anorectale. Donc, on pose la question sur les séquelles de chirurgie sur la région, qui donnent parfois une atteinte neurologique. Donc, ça paralyse un petit peu parfois. Vous avez la paralysie en selle. La selle, c'est-à-dire le périnée. Vous avez en même temps la personne qui fait une incontinence urinaire, incontinence anale. C'est les complications des paraplégiques et des chirurgies du bas pelvis. Les compressions extrinsèques, c'est-à-dire les tumeurs de l'ovaire, les tumeurs de l'utérus, les tumeurs de l'os, la région coccygienne, etc. Donc on peut avoir des complications de ce genre. Les causes endocriniennes et métaboliques. Regardez, il y a au moins 5 causes de maladies métaboliques qui donnent de la constipation. L'hypothyroïdie, on a dit que la dyskinésie ou le ralentissement du péristaltisme intestinal peut donner la constipation. C'est parmi les signes qu'on ne cesse pas de le répéter à chaque fois. Toutes les jeunes femmes avec constipation, attention à l'hypothyroïdie. Toute personne qui fait une bradycardie, attention à l'hypothyroïdie. Donc si on ralentit, c'est la même chose. L'hyperparathyroïdie, oui, c'est le contraire, l'hypercalcémie, etc. Elle peut donner un spasme, elle peut donner un problème au niveau du péristaltisme où vous avez de la constipation. L'insuffisance rénale. L'accumulation des déchets, l'ionogramme qui risque de nous donner, vous avez une hypocalémie qui peut donner la constipation. L'une des causes de la constipation, c'est l'hypocalémie, donc vous avez un ralentissement de contraction. L'hypocalémie d'une autre étiologie qui n'est pas rénale peut être cause de constipation. La porphyrie ou la porphyrine est une maladie métabolique, c'est une maladie de l'inde de l'hémoglobine, là où vous avez des douleurs abdominales périodiques, les urines sont noires. La porphyrine, c'est l'hémoglobine, c'est une maladie congénitale qui associe beaucoup de signes, entre autres l'anémie, et nous avons des douleurs abdominales périodiques, donc ça peut donner des constipations. Bon, même la maladie de Cushing peut donner la constipation. La maladie de Cohn, l'hypertrophie, la tumeur surrénalienne peut donner aussi de la constipation. Parfois, on trouve l'explication dans l'ionogramme, dans le pH parfois, on la trouve parfois dans le côté mécanique et parfois dans la complication neurologique. Donc ce n'est pas essentiel de trouver la constipation chez, par exemple, un malade avec hypothyroïdie. Son absence n'exclut pas, mais sa présence va compléter le bilan ou le tableau clinique. Bien. Causes neurologiques et psychogènes. Voilà. Chez le diabétique, la dysautonomie du diabète ou l'amylose sont une maladie du surcharge où vous avez un trouble neurologique au niveau sympathique et parasympathique. Chez les diabétiques, par exemple, l'ancien diabétique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une œsophago-dyskinésie, c'est-à-dire vous avez une dysphagie, vous avez dilatation de l'estomac, gastroparésie, ou nous avons entéroparésie, c'est-à-dire dilatation au niveau des intestins grêles et coliques, vous avez de la constipation chez les diabétiques. Maladie de Parkinson, c'est une maladie des noyaux gris centraux où le patient présente une hypertonie, akinésie et tremblement. Vous avez fait Parkinson?
hypertonie, akinésie, tremblement. Trois choses. Hypertonie, akinésie, il ne va pas objectif, et un tremblement. Cette pathologie parkinsonienne qui donne ce tremblement, on dit que le malade compte la monnaie, c'est ça, il fait comme ça. Il démarre difficilement, il s'arrête difficilement. Il démarre difficilement, il s'arrête difficilement, il émiette du pain, il roule sa cigarette, ok, avec une mimique qui est absente, et vous avez ce tremblement fin des extrémités qui s'exagère à l'émotion et qui disparaît pendant le sommeil. Il est hypertonique, hyperkinétique, avec tremblement. C'est les noyaux gris centraux qui sont touchés. Parmi les complications, c'est la constipation, soit de la maladie, soit des médicaments anti-parkinsoniens qui donnent aussi la constipation. La sclérose en plaques, vous la connaissez? La sclérose en plaques, c'est une sclérose de la substance grise. Vous l'avez fait? C'est la maladie où vous avez toute la sémiologie neurologique. C'est une maladie qui commence par toucher la matière grise, la substance blanche, elle est sclérosée avec des calcifications et qui touche les paires crâniennes. C'est au niveau de l'audition et surtout la vision, l'olfaction, le goût, l'équilibre. Ça se passe ici. Et ce sont des patients dans le futur qui vont faire des paralysies, ils vont finir sur une chaise roulante, les sclérosés en plaques. L'étiologie est inconnue, ils ont incriminé les vaccins, les infections virales, incriminé le climat, etc., les pesticides, etc., les produits chimiques, mais elle est très fréquente chez nous actuellement. Le diagnostic est posé très tardivement. Ce sont des patients qui ont une ptose au niveau des yeux, c'est-à-dire le clin d'œil, vous avez la paupière supérieure qui chute un petit peu, et au niveau de l'ORL et de l'ophtalmo qu'on trouve ces maladies, et qui ont un problème parfois de commande. Et vous avez dans 1 pour 1000 des convulsions, c'est-à-dire une épilepsie chez des malades comme ça, parce que sclérose en plaques est une maladie de la substance blanche, de la substance qui conduit. Si elle touche la substance grise, la commande, vous avez la convulsion. L'une des complications, c'est la sclérose en plaques. C'est la constipation plutôt. Mais est-ce que une constipation, vous allez évoquer la sclérose en plaques, c'est vraiment tiré par les cheveux qui me goulent. C'est un médecin, médecin hors norme. Ok. Mais, pour poser le diagnostic de la sclérose en plaques, ça nous coûte parfois 5 à 10 ans d'attente. C'est-à-dire le malade traîne beaucoup au niveau de la sémiologie. Accident vasculaire cérébral, parce que l'hémiplégie, vous connaissez les AVC? Un hémiplégique, un paraplégique qui ne bouge pas, il est exposé à la rétention des urines, parce que la vessie ne se vide pas bien, il est exposé à la constipation parce qu'il vide mal son rectum. Tumeur cérébrale, c'est la même chose. Dépression, démence psychologique. Bon, toutes les maladies neurologiques donnent des constipations. Ne serait-ce parce que la personne ne mange pas. Deuxièmement, l'effet de la maladie. Et troisièmement, l'effet secondaire des médicaments qu'on donne pour ces produits, pour ces médicaments, pour ces malades. Donc, la neurologie. Les médicaments qui donnent la constipation, vous avez les opiacés. Les opiacés, c'est-à-dire les antalgiques, les antidouleurs. Par exemple, la morphine, les dérivés, etc. Vous avez les anticholinergiques, les antispasmodiques au niveau abdominal. Vous avez le spasfon, viscéralgie, tarfon. Non? Oui? Les antispasmodiques au niveau de l'abdomen. Les anticonvulsivants, les anticommicialité, c'est-à-dire les antiépileptiques. Les antiépileptiques stoppent l'épilepsie, donc relâchent, donc la constipation. Tout ce qui est somnifère, tout ce qui est neuroleptique, tout ce qui est immunodépresseur, plutôt psychodépresseur, donc il donne une constipation. Donc tout ce qui donne une somnolence, tout ce qui ralentit l'état d'éveil, va donner un relâchement musculaire au niveau viscéral et qui donne des constipations. Ce sont des effets secondaires que vous trouvez déjà sur le notice. Donc vous avez donc une longue liste des étiologies de la constipation. Constipation maladie par anomalie de progression, souvent moins de 3 selles par semaine, plus ou moins ballonnement abdominal, plus ou moins douleur abdominale, plus ou moins une exonération, selles dures, etc. Bien. Pour les autres, c'est un symptôme dans le cortège symptomatique. Mais ici, regardez, l'attention est attirée sur l'abdomen. Plus ou moins ballonnement, douleur, contraction. Vous avez une anomalie de vidange, selles dures, etc. Donc l'inertie colique
ou le côlon spastique, spasmodique, c'est-à-dire un côlon qui est douloureux, spontanément parfois par la prise d'alimentation. Si on retient ce diagnostic constipation maladie, on doit éliminer toutes les étiologies organiques. Parce que ça, c'est un diagnostic d'exclusion, et on peut utiliser un peu de psychothérapie, un peu de traitement médical symptomatique pour arranger les choses. Mais dans toutes les situations, on va passer par l'examen clinique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater le diagnostic étiologique et rester sur des hypothèses parfois qui débouchent sur une maladie cancéreuse? L'examen clinique ou l'approche d'un patient consultant pour une constipation. Alors, malade qui se plaint de constipation, ils vont vous voir comme externe. Qu'est-ce que vous lui dites? Comment vous allez l'aborder? Voici donc le vif du sujet. Alors, vous commencez évidemment par l'interrogatoire. Interrogez le patient pour le diagnostic de constipation, après ce retentissement sur la qualité de vie. Il vous dit, je suis constipé. Vous lui dites, vous allez à la selle combien de fois par semaine? Il va vous dire, une fois par mois, une fois par année. Possible? Ok? Impossible? Une fois par année? De l'anniversaire à l'anniversaire? Non, ça n'existe pas. Le malade peut dire n'importe quoi. Vous êtes là pour l'écouter. L'écouter une fois par année? Malèche. Est-ce qu'il y a retentissement sur l'état général? C'est ça la belle question pour les externes. Retentissement sur l'état général. Un constipé parfois, il n'est pas constipé. Il a peur de manger. Il ne veut pas manger. Parce que aller à la selle, ça lui fait mal. Donc il préfère ne pas manger. Donc c'est paradoxal. Mais parce qu'il khaf. C'est la phobie de manger. Donc, qualité de vie, est-ce qu'il vous dit, oui, je m'absente, je vais pas à l'école, etc., je ne travaille pas, il y a un retentissement sur le poids, je suis maigre, je suis gros parfois ils sont gros les constipés, mais je suis maigre, ils sont gros. J'ai une pâleur, j'ai une douleur musculaire, j'ai des crampes. C'est-à-dire, vous projetez votre regard, tout ce qui est alimentaire. Lorsqu'on ne s'alimente pas, on est exposé à la dénutrition, en oligo-éléments, en sels minéraux, en protéines, hydrates de carbone, lipides, vitamines, etc. Donc, on est multicarentiel. C'est comme la diarrhée, mais le vice ici, c'est une constipation, c'est pas une diarrhée. Ici, on se rencontre parfois avec la diarrhée chronique. Cherchez des facteurs de risque, sédentarité, régime pauvre en fibres, etc. Alors, ce qui est difficile pour nous, c'est l'enquête alimentaire. Les médecins ne veulent pas peut-être faire l'enquête alimentaire. L'enquête alimentaire, c'est quoi? C'est-à-dire, vous restez à table avec le patient, vous lui dites-lui, qu'est-ce que vous avez mangé petit déjeuner? Ils vont noter. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Vous notez. Qu'est-ce que vous avez mangé un soir? Est-ce que vous avez une collation entre petit déjeuner et midi? Est-ce que vous avez une collation l'après-midi? Et vous pouvez noter ça pour une semaine. Sinon, vous n'arrivez jamais à cerner le problème de constipation. Il faut écrire. Par exemple, j'ai pris une limonade, 1 litre de limonade à 10 heures. J'ai pris, par exemple, un demi-litre de limonade à 16 heures. Et j'ai pris un plat, je sais pas, de macarons في الليل, macarouna في الليل. سحن. كليت بربوشة في الليل. سحن. ورقت. Etc. Donc, il faut faire une enquête alimentaire soigneuse. C'est important, parce que sinon, on ne peut pas cerner le problème de constipation. Le régime pauvre en fibres, chercher la cause organique médicale, pose la question sur les médicaments. Tous les médicaments, il faut connaître leur pharmacocinétique, pharmacodynamique. Que font ces médicaments comme effet secondaire? Il peut vous rattacher, depuis que j'ai pris ces médicaments, j'ai commencé à faire tel ou tel signe. Donc on peut rattacher. Vous pouvez parfois découvrir l'effet secondaire constipation à nouveau. C'est pour ça, en pharmacie, on vous a parlé d'un mot très intéressant, d'une notion intéressante, il faut la rappeler, la pharmacovigilance. On vous a parlé de ça? C'est-à-dire, tous les médecins dans ce monde doivent noter tout ce qui paraît nouveau pour le produit. Et puis, on va le déclarer. Chez qui? Chez les instances capables en pharmacologie pour dire, voilà, un effet secondaire. Notez-le s'il vous plaît. Et puis, il y a beaucoup de plaintes. Comme ça, on a retiré beaucoup de produits du marché à cause de la pharmacovigilance. Donc, chaque médecin est là pour défendre le côté de la pharmacovigilance. Les éléments orientation vers une constipation, donc c'est
les selles qui sont dures, 3 fois par semaine. Voilà. Et c'est la constipation. Voilà, ouais. Ah, très bien. Ah, oui. Voilà. Les éléments d'orientation et constipation distale d'évacuation sont l'effort de poussée, sensation de gêne au passage de d'évacuation, le temps d'exonération qui est prolongé et la nécessité de manœuvres digitales et l'absence parfois d'envie pour aller à la selle. Donc tout ça, c'est un comportement, c'est ce que décrit un patient constipé. Deuxièmement, l'examen physique. Donc l'interrogatoire, donc sur le passé, présent, etc., l'alimentation, comment il se comporte avec la selle, l'examen physique. Il peut permettre d'identifier la cause organique de la constipation. L'examen proctologique, on va voir, l'examen proctologique, c'est-à-dire au repos et à l'effort, on va voir qu'est-ce que c'est cet examen. Et l'examen du périnée, parfois il suffit d'examiner la région pelvienne et la région du périnée, vous avez le diagnostic. Par contre, peut-être qu'il y a une fissure, il y a des hémorroïdes, il y a une lésion, il y a une anomalie, une infection quelque part, et vous avez donc le diagnostic posé. C'est pas la peine de dire constipation, c'est une gêne à l'évacuation. Examen neurologique, oui, il est important. Est-ce que ça fait la neuro? Voilà, l'examen neurologique de la région inguinale, c'est-à-dire le plexus en bas, le réflexe sphinctérien, etc. Vous savez que lorsqu'on fait un toucher rectal ou toucher vaginal, qu'est-ce qui se passe? Il y a là tout. Le réflexe tissugène, il est là. Il y a deuxièmement un risque de choc vagal. C'est-à-dire, vous risquez, en touchant la région anale ou bien vaginale, de provoquer un choc vagal et l'arrêt cardiaque. Donc cet examen est indispensable à la recherche d'un déficit sensitif périnéal. Et vous trouvez parfois, le patient ne tient pas les urines, ne tient pas les selles, donc apparemment c'est une compression médulaire ou bien une dissection de la moelle. Donc c'est quelque chose de très grave, de complication, et parfois c'est une complication qui est ascendante, ce qu'on appelle les polyradiculonévrites. Est-ce que vous les connaissez? Les atteintes périphériques sensitivo-motrices qui augmentent vers le haut, et vous avez cette atteinte du périnée. Donc l'examen est indispensable. On va voir par la suite le toucher rectal et son intérêt. Voilà. Le toucher rectal, on va le détailler dans la deuxième partie du cours. L'existence de tumeurs parfois, déjà au toucher rectal, on trouve parfois le fécalome, c'est de la masse, on trouve la lésion qui a provoqué la constipation. Alors, est-ce qu'il y a des explorations paracliniques? Bon, cliniquement, je vais examiner mon patient. Bon, vous avez vu que l'examen physique, il est dirigé vers l'abdomen et la région pelvienne basse. C'est vrai. Mais attention, vous devez ausculter le poumon, le cœur, regarder les téguments, regarder les yeux, regarder la pâleur. Donc, tous les signes périphériques sont intéressants. Par exemple, vous êtes devant un tableau d'hypothyroïdie. Je vais demander, voir l'aspect de la peau, je vais voir l'aspect de la langue, macroglossie par exemple, la voix qui rase, la rosité de la voix, la voix qui roque, etc. Est-ce qu'il y a des situations paracliniques? Oui. Qu'est-ce qu'on explore sur le plan paraclinique pour compléter le diagnostic? Bon, c'est pas votre affaire, justement c'est pour vous dire, il y a toute une liste d'explorations. Mais on ne va pas la proposer aux patients comme ça. De la biologie jusqu'à l'histologie, c'est en fonction du tableau clinique. Mais sachez bien que nous avons besoin d'une biologie. Je peux peut-être faire une formule, mon patient est anémique. Je peux voir la glycémie, peut-être qu'il est diabétique. En biochimie, je peux chercher la natrémie, la kaliémie, peut-être que c'est la cause, la conséquence, la calcémie. Je vais faire une échographie, un abdomen sans préparation, etc. Jusqu'à faire une endoscopie peut-être, faire un prélèvement pour regarder ce qui se passe au niveau colique. Donc, le plus simple examen au plus compliqué, c'est dirigé en fonction du tableau clinique.
Ce n'est pas pour vous aujourd'hui, mais pour vous dire qu'un constipé, je l'interroge bien sur les antécédents, etc., le comportement. Je vais faire l'examen physique de l'abdomen, tout ce qui est en périphérie, et je demande l'exploration paraclinique pour compléter mon diagnostic étiologique de la constipation. Bien, parce que la constipation, c'est une question bateau, c'est une question de synthèse, mais qui s'intègre dans le cadre d'une maladie. Parfois, c'est un symptôme, c'est une complication, c'est un effet secondaire, c'est un effet transitoire. Et parfois, c'est sérieusement le vrai problème. Au total, la constipation est un symptôme qui correspond à une insatisfaction de la défécation, due soit à la selle qui est peu fréquente, moins de 3 par semaine, soit une difficulté à exonérer, soit les deux à la fois. Regardez les belles phrases au début. Donc c'est un ralentissement, c'est le retard d'évacuation, ou bien le nombre de selles diminue par semaine, 3 fois par semaine. Une constipation récente ou l'aggravation de constipation, on doit chercher une cause organique. Attention, si elle s'aggrave rapidement, si elle s'accompagne de douleurs, d'amaigrissement, de nausées, de vomissements, d'une anémie, et parfois d'un saignement, hémorragie, etc. Attention, parfois, c'est de l'infection banale, parasitaire, parfois microbienne, jusqu'à la pathologie néoplasique. Certaines constipations sont d'origine médicamenteuse. Donc, n'oubliez pas au passage de citer ces médicaments qui donnent la constipation. Je vous donne un exemple. Il y a des patients qui sont obèses et qui pensent que l'obésité est un problème de liquide, ou bien un problème évacuer le tube digestif, quel que soit l'état du transit. Il va abuser dans ce qu'on appelle les laxatifs. Un laxatif ou un purgatif, c'est un médicament qui accélère la vidange du tube digestif. À la longue, qu'est-ce qui se passe? Les constipés chroniques qui abusaient dans les laxatifs vont provoquer des hypocalémies. Vous savez que le potassium est absorbé au niveau gastrique, absorbé au niveau intestinal et absorbé même au niveau colique. La plupart du potassium est capté dans le côlon. Donc, si le laxatif donné de façon abusive, il va donner l'hypocalémie. L'hypocalémie donne la constipation. Donc, les obèses qui se font constipés par l'effet, l'erreur de laxatif. Et ce laxatif va donner hypocalémie, et l'hypocalémie donne la constipation, et figurez-vous, l'hypocalémie donne de l'HTA, l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que l'hypocalémie va stimuler la rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, de l'obésité, constipation, hypertension artérielle. On appelle ça les obèses qui abusent dans les laxatifs, qui se font des hypocalémies, des constipations et de l'hypertension artérielle. Ils font des tétanies. Parce qu'hypocalémie va tétaniser les muscles. Au niveau de la main, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, mais au niveau abdominal. Donc faites attention aux médicaments. Une dyskinésie peut-être secondaire dysfonctionnement sphinctérien. Voilà. Au niveau sphinctérien, il y a un problème dans l'extrémité inférieure du tube digestif. Il y a surtout les fissures, il y a les fistules, les abcès, etc. et qui sont souvent la cause d'un défaut d'évacuation qui n'est pas une vraie constipation, mais ça ressemble à une constipation parce que la fréquence de la selle est diminuée parce qu'il y a un problème bas situé. Et beaucoup de personnes ne consultent pas parce que cette région intime, etc., on ne veut pas que les gens regardent, touchent, etc. Donc c'est pour ça ils viennent en retard. C'est un problème aussi culturel. Je reviens à la bonne définition. En pratique, le patient se plaint de selles trop rares et ou difficultés à émettre, toujours éliminer la constipation symptômes liés organiques ou secondaires. Attention, numéro 1, le cancer colorectal. Attention, il touche les sujets jeunes. Ça a été demandé depuis très longtemps de faire attention à cette constipation. Voilà. Les autres causes, les cancers, les maladies neurologiques, maladies endocriniennes, anomalies métaboliques, hypocalémie, hypercalcémie, et les médicaments sont des causes qu'on peut chercher en cas de constipation. Bien. Est-ce que c'est clair pour la constipation? Voilà. C'est une question, si vous voulez, de synthèse qui vient, parce que j'ai cité beaucoup de pathologies que vous ne connaissez pas peut-être,
ou bien vous avez quelques définitions, en principe c'est un cours qui vient vers la fin. Ok? Comme la constipation intéresse la fin du tube digestif, normalement c'est un cours qui vient dans la fin du cours parce que il va traiter la même chose, l'extrémité du tube digestif. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Diarrhée, constipation. Voilà, c'est un combat dans les deux situations, c'est un combat pour aller chercher la cause. Combat pour aller chercher l'étiologie. Ne banalisez pas ni la diarrhée, ni la constipation. Il faut vraiment s'acharner pour chercher l'étiologie. Vous allez voir, dans la deuxième partie du cours, on va voir l'examen, peut-être proctologique de la région anale, et ça, vous avez trouvé beaucoup d'erreurs diagnostiques de la part des médecins, parce qu'ils n'ont pas regardé la région pelvienne, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas touché. Lorsqu'on voit une seule fois, on va garder en mémoire c'est quoi comme lésion, etc. Nous avons beaucoup d'astuces pour examiner cette région, pour ne pas avoir ni peur, ni avoir honte de le faire, parce qu'il faut toujours garder l'intimité de la médecine et l'intimité du patient. C'est ça. Donc, je peux entamer à la deuxième partie. Et on fait la pause à 15h, moins 5, jusqu'à 15h05. Voilà. Allez, tout de suite. Deuxième partie. Alors, deuxième partie, on va changer un peu de cap. On va remonter vers la première partie du digestif. On va examiner la bouche. L'examen de la bouche.